Je pense que dans la liste des joueurs que la Vox Populi aimerait voir en équipe de France, c'est-à-dire Klose, Payet, Savanier, je pense que c'est peut-être lui qui est le mieux placé parce qu'il est jeune, il joue la Coupe d'Europe, donc ce sont visiblement des critères importants pour Deschamps, puis il est performant, donc oui, je pense qu'il est possible qu'on ait une fenêtre de tir pour Nkunku. Je pense que c'est un peu sévère. Il n'a pas été étourdissant, loin de là, dans ce match. Après, c'est un match où, quand tu es supposé être récupérateur, malgré tout, tu n'as quand même pas grand-chose à récupérer face à une équipe qui ne fait pas de passes. Donc, le juger, j'ai pas été très généreux avec lui dans ma note, comme avec Kanté, mais c'est plus le contenu et la physionomie du match qui est en cause que le rendement des deux joueurs. Alors, d'une manière générale, vous le savez, je ne suis pas fan du 3-5-2. Il est évident qu'à partir du moment où Klose n'est pas appelé, nous n'avons pas ce piston droit réel, parce que ni Dubois ni Pavard ne peuvent tenir ce poste. Là, on a eu droit à Coman. Alors Coman, il a fait un match magnifique, la question n'est pas là. Maintenant, c'est est-ce que Coman peut renouveler ce genre de prestation à ce poste face à un adversaire de meilleur niveau? Ça, c'est une vraie interrogation. A priori, Deschamps a dit qu'il ne faisait jamais de one-shot, donc on peut le croire. Donc, il faut voir si Coman peut se développer à ce poste, et surtout quel rendement défensif et au niveau du repli défensif il peut avoir. C'est-à-dire que j'aurais surtout trouvé logique qu'il ne soit pas sélectionné bien avant, parce que c'est quand même, indépendamment de tout ce qu'il a pu faire en équipe de France, qui reste formidable, le mec n'est pas titulaire dans son club depuis 5 ans quasiment, que ce soit Arsenal, Chelsea ou même le Milan AC. Le mec joue de façon très très sporadique. Donc je pense que Deschamps a intégré que ce n'était pas un paramètre avec lui. Maintenant, il est évident que l'attaque Benzema-Mbappé a pris beaucoup d'avance. Il faudra voir, mais j'ai l'impression que ça sent pas très bon pour Olivier quand même. Alors les deux questions n'ont pas grand chose à voir, sauf le Qatar. J'ai été au Qatar, j'ai visité les stades, j'ai visité les bureaux d'organisation de la Coupe du Monde. C'est évidemment somptueux, hein, comme tout ce que font les Qataris. En même temps, quand tu as de l'argent, c'est simple de faire du beau. Moi, la seule chose qui m'intéresse dans cette Coupe du Monde, c'est de voir des joueurs la disputer en étant quasiment au sommet de leur forme physique. C'est-à-dire la Coupe du Monde, elle va avoir lieu en novembre et en décembre, là où les joueurs sont vraiment au top, et pas en fin de saison où ils sont fatigués par des matchs à rallonge. Ça peut être un paramètre intéressant. Évidemment, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y ait qu'une semaine pour préparer le tournoi et pratiquement une semaine pour reprendre derrière. C'est vraiment une Coupe du Monde qui est installée là au chausse-pied, alors que ça fait quand même des années qu'on sait qu'elle va avoir lieu à ces dates-là et qu'on aurait pu s'adapter et commencer le championnat peut-être 15 jours avant pour laisser 3 semaines de préparation aux équipes nationales. C'est dommage. Et les clubs, tu sais, moi je suis... Quand tu as les moyens de rouler en Bentley, pourquoi on t'impose de rouler en Twingo? Voilà quoi. Il y a un ruissellement. Je veux dire, les joueurs, les clubs qui sont achetés par ces pays ou ces organisations, ils achètent des joueurs qui surpayent à des clubs qui, eux, n'ont pas leurs moyens et qui bénéficient de ça. Avant de faire n'importe quoi avec le pognon, le Barça a quand même pris 220 millions sur Neymar. Donc ça injecte quand même de l'argent dans le concert du foot. Et jusqu'à preuve du contraire, ni Manchester City, ni le PSG n'ont encore gagné la Ligue des Champions. Donc ça me paraît être pleurniché pour pas grand-chose.
C'est-à-dire que quand je lis vos commentaires, j'ai l'impression que parce que la France a gagné 8-0, on devrait s'extasier sur tout et ne pas mettre le doigt sur certains problèmes. Moi, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu dans ce Kazakhstan, la prestation d'Upamecano, Rabiot moyen et Griezmann qui est totalement hors du match jusqu'à ce corner vainqueur sur la tête de Rabiot. Avant ça, il y avait juste eu le coup du foulard sur Benzema. Voilà, Antoine a l'air d'aller beaucoup mieux dans son club. J'attendais, dans un match facile, qu'il prenne plus le jeu à son compte sur le plan offensif, qu'il soit plus près de Benzema et de Mbappé, qu'il combine plus avec eux et qu'il soit plus dangereux au niveau de ses passes ou au niveau de ses frappes. Et ça n'a pas été du tout le cas. Alors moi je veux bien, mais l'argument comme quoi Benzema et Mbappé jouent contre eux, il ne vaut pas, parce que qu'on le veuille ou pas, Griezmann, il est derrière eux sur le terrain. C'est à lui d'approvisionner les deux devant, et je suis désolé, c'est pas le cas. La preuve, quand il y a eu quand le duo Griezmann-Benzema a super bien fonctionné à Lyon contre la Finlande, on a fait des tartines. J'ai jamais vu, depuis des années, une autre tartine sur l'entente entre Griezmann et un attaquant. Peut-être parfois un peu Giroud. Donc voilà, c'est pas parce que tu as gagné 8-0 contre le Kazakhstan que cet état de fait ne m'inquiète pas un peu pour la suite.